Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Vivre Impro, la chaîne qui vous parle d'improvisation et notamment d'improvisation appliquée. Aujourd'hui, un entretien et on accueille Mathieu Incelin et ça rime. Bonjour Mathieu. Bonjour Julien. Mathieu va nous parler de son activité professionnelle et notamment de l'implication de l'impro appliquée. Mais avant ça, pour te connaître un petit peu, Mathieu, je vais t'inviter à nous parler de toi artistiquement, c'est-à-dire comment tu es arrivé finalement dans le milieu de l'improvisation théâtrale. Merci Julien. Je suis arrivé dans l'impro en 2011. À l'époque, j'étais étudiant en thèse à Caen et j'ai assisté à un spectacle de Macédoine, un petit peu par hasard, invité par une amie du boulot. Et ça m'a accroché tout de suite. Je me rappelle d'avoir vu quelqu'un que je connais bien maintenant, qui s'appelle Aurélie Schneider, qui est une des personnes, des salariés de Macédoine, de la voir sur scène, sauter dans tous les sens, dégager une énergie folle et rayonner. C'était dans un cirque monté, enfin vraiment avec la config cirque t'attends du match, hein, le truc vraiment qui était super. Ça m'a accroché. Quelques jours après, je suis allé taper à la porte au mois d'avril. C'était pour voir s'il était possible de venir, peut-être un jour, voir comment ça se passait. Puis j'ai rencontré l'autre prof de Macédoine à l'époque, Ludovic, qui m'a dit, tu peux venir, mais on ne regarde pas en impro, on participe. Donc tu viens, tu es le deuxième à passer, et puis on verra. Et je suis passé en deuxième et je suis resté. Puis j'ai continué après ma carrière d'improvisateur amateur en restant un petit peu plus d'un an et demi chez Macédoine, puis en déménageant pour le travail, en revenant sur Amiens, ma ville natale, j'ai rejoint le Miam un petit peu après. Donc je suis un comédien amateur, toujours, c'est pas mon activité principale, enfin je ne vis pas de l'improvisation théâtrale, mais ça fait maintenant presque 9 ans que je joue. Ok, et tu es encore au Miam? Et là, je suis toujours au Miam. Alors en ce moment, on est en période de confinement, donc les ateliers sont assez limités, mais ouais, c'est au Miam où je suis toujours actuellement. Ok, très bien, merci. Alors c'est un choix de ma chaîne que de demander d'abord d'où viennent les gens artistiquement. Mais maintenant, ça vaut le coup de se présenter globalement. Tu dis que tu vis pas du coup de l'improvisation en tant que comédien, j'imagine. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire du coup ce que tu fais? Qui es-tu? Oui, oui. Eh bien, en fait, quand j'étais à Caen, en parallèle de quelques heures d'impro par semaine, je faisais une thèse, je fais de la recherche. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est mon métier, parce que j'ai fini ma thèse depuis quelques années. Je suis enseignant-chercheur. Le titre exact, ça s'appelle maître de conférence, ce qui fait très pompeux. Donc c'est voilà, enseignant-chercheur, je donne des cours en fait à la fac, puis je fais de la recherche. Donc c'est ce qui me donne de quoi me sustenter et de nourrir ma famille tous les mois. Je suis un fonctionnaire de l'État. Ok. Et du coup, c'est dans cette activité que tu utilises l'improvisation appliquée? Oui, en bonne partie, aux différents niveaux, puisque sur le côté enseignement, je fais quelques cours d'impro. En fait, je suis enseignant en psychologie. Je suis psychologue de formation et puis j'enseigne en psychologie. Et on commence à faire des cours à des étudiantes et à des étudiants en psycho pour utiliser des outils de l'impro, donc de l'impro appliqué. Parce que le but, c'est pas de faire des psys qui font des spectacles devant leurs patients, évidemment. D'utiliser pour la communication, pour le lâcher-prise, pour travailler sur l'écoute, la réactivité, enfin, toutes ces choses qu'on connaît bien en impro, leur donner des outils supplémentaires, en sachant que c'est rarement, pour le coup, moi qui fais les cours aux étudiants de psycho à Amiens, là où je suis, parce que c'est des étudiants que j'ai par ailleurs, donc c'est un petit peu, ça peut être un peu délicat en termes de relations. C'est notamment Magali Kiliko, qui est aussi au Miam, qui est la fondatrice du Miam, qui intervient. Et puis, je l'utilise pour des formations, surtout, alors, avec des orthophonistes un petit peu à Amiens, et puis dans d'autres villes, à Caen notamment, et surtout avec des collègues, en fait, des collègues universitaires, majoritairement sont aussi des enseignants ou chercheurs, enseignantes et chercheuses qu'on va pouvoir retrouver, puis tout le personnel administratif, etc. C'est surtout là où j'interviens.
Mais c'est une petite partie de mes interventions, parce que la plupart de mes cours, c'est de la psycho classique, des trucs de méthodo, etc., qui ne sont pas en lien spécialement avec l'impro directement. Donc ça, le volet enseignement, c'est surtout là-dessus, sur des questions spécifiques de gestion de l'inattendu, de conflits, après il y a les classiques, prise de parole en public, quelques aspects techniques. Et puis en lien avec l'autre partie de mon travail, la recherche, on a commencé à développer aussi des ateliers d'impro appliqué un peu plus spécifiques sur des questions notamment d'empathie ou de prise de décision, sur vraiment des choses en fait, des compétences spécifiques qu'on va chercher dans un métier, notamment on va dire dans la santé, avec la santé au sens très large, hein, évidemment on pense aux médecins en premier lieu, mais toutes les populations d'infirmiers, maïeutiques, orthophonistes, on en a parlé, ergo, etc. Donc là où il y a pas mal de gens qui interviennent, et puis il y a en ce moment une collègue psychologue qui fait sa thèse, avec qui j'ai la chance de travailler, Julie De Wever, qui fait sa recherche vraiment là-dessus, sur l'empathie, la prise de décision. Donc là, on essaye d'objectiver un petit peu ce qui se passe. Parce qu'on se dit, tiens, l'impro, ça améliore ça, ça a l'air d'être mieux là-dessus, mais c'est juste des impressions. Donc en tant qu'improvisateur, on se dit, waouh, c'est génial, ça change plein de trucs. Moi, le premier. Et puis en tant que scientifique, on se dit, attention, on n'a pas de preuves, pas trop, donc soyons prudents et on va voir. Donc on ne met pas tout de côté, on s'en sert de cette intuition-là quand même pour se donner des pistes, mais ça reste des pistes qu'on explore, puis c'est pas juste notre petite idée à nous, on regarde un peu ce que les autres font dans le monde. Alors, il y a cette partie-là qui va m'intéresser, justement, parce que on peut louer beaucoup de qualité à l'improvisation, mais dans quelle mesure c'est valide. On y reviendra, mais avant, je vais te poser une question qui est qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à utiliser l'impro? J'ai cru comprendre que ça avait commencé avec les élèves de la faculté, mais peut-être j'ai mal compris. Et enfin voilà, comment ça s'est finalement mis en place? Ça venait de toi, ça venait d'autres? La bascule, Ouais. c'est venu de pas mal de choses. Déjà, alors les choses sont un peu différentes maintenant, mais quand j'ai été embauché comme maître de conférence, c'était en 2013, j'avais jamais été formé à la pédagogie. Pas du tout. C'est-à-dire que maintenant, il y a des formations obligatoires, il y a des choses qui se font quand on est en thèse, quand on vient d'être embauché, il y a maintenant, c'est dans la loi, un circuit, etc., d'accompagnement. Donc les choses sont quand même très clairement améliorées. Et puis avant, il y avait des choses plus ou moins obligatoires. Je suis tombé dans des années où ça devait être entre deux réformes. Bref, je me suis retrouvé en fait à faire des cours devant 400-500 étudiants et sans jamais rien avoir appris. Donc je me basais sur ce que je connaissais un peu de la psycho. Donc, mes travaux, c'était plutôt en plus sur la mémoire, sur les émotions, la motivation. Donc j'avais un peu de choses théoriques, mais en pratique, je me rendais compte, au-delà d'apprendre sur le tas et puis de refaire les mêmes erreurs que tout le monde, hein, évidemment, j'utilisais un certain nombre de choses de l'impro, sur de la posture, sur des choses très techniques, sur de la voix, et puis sur de la réactivité. Et en fait, en discutant avec les collègues à la machine à café, à différents endroits, je me suis rendu compte que j'étais évidemment pas le seul dans ce cas-là, et que l'impro, ça pouvait aider à améliorer un certain nombre de choses. Ça permettait aussi à des collègues qui étaient dans le même cas que moi, ça pouvait les aider, donc on a commencé à échanger là-dessus. Et puis ça a été un moment en fait où il s'est passé plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire que moi, je commençais à avoir une pratique depuis quelques années, à vouloir aussi tester de nouvelles choses. Il y avait là où j'étais où je suis toujours, hein, dans mon université, un service de pédagogie qui est en train de se refaire, refondre, qui cherchait des intervenants, des choses un peu originales aussi. Donc je me suis retrouvé à proposer ça. Et pour être très clair, ça n'a pas marché, hein, tout de suite. Les gens ne voulaient pas qu'on fasse poète-poète pour faire de l'impro. J'ai commencé en faisant des formations sur la mémoire, sur des choses très sérieuses que je connais par ailleurs. Et puis, c'est l'époque où il y avait le documentaire que je pense beaucoup ont vu, Liberté, Égalité, Improvisé, et qui est tout à fait formidable. On voit ce que
tout un tas de cours d'impro. Et puis, il y a un passage moi, qui m'avait marqué particulièrement où on voit Jamel Debbouze qui est dans le train, qui regarde un peu au loin et qui rappelle tout ce que ça lui a apporté, que ça a changé. Et je me rappelle avoir regardé ça sur l'ordi dans mon bureau avec une autre fenêtre d'ouvert où je réfléchissais pour écrire des choses de pédagogie. Je me suis dit, mais oui, évidemment, il faut faire ça. Il faut tenter des trucs. Je savais pas si ça allait marcher, mais je savais que ça valait le coup de le tenter, de voir si ça allait marcher. Et puis, dans la soirée, après à la fin du documentaire, j'ai écrit un résumé pour un colloque de pédagogie universitaire qui était pas bon du tout. Juste pour les gens qui disaient ouais, j'ai un coup de génie, j'écris. Enfin, peut-être qu'il y en a qui arrivent à faire ça, mais moi je suis très très mauvais si j'écris tard, etc. Donc que j'ai relu, que j'ai retravaillé avec. On parlait de Magali tout à l'heure. On a envoyé, puis en fait, il y a eu un atelier qui a été proposé dans ce colloque-là, qui a été accepté, qui a très bien marché. Et qui a permis en fait après à différentes personnes de connaître ce que ça pouvait être dans différentes universités, parce que c'était des décideurs. Il y a plein de gens qui connaissent évidemment l'impro dans plein d'endroits, mais dans les décideurs qui choisissent quelle formation, etc., qui étaient là pas mal représentés, il y en avait extrêmement peu, et ça a permis de déclencher quelque chose où en fait il y a eu une première université qui s'est dit tiens, on va essayer de former aussi avec ces outils-là, puis une deuxième, puis après les gens se retrouvent, c'est des petits milieux, les gens se retrouvent en train de se dire ah tiens, t'as vu, nous on a fait ça, c'est cool. Et de fil en aiguille, ça se développe et maintenant, enfin moi, comme c'est pas mon activité principale, que je fais ça de temps en temps en plus, je me retrouve à refuser des choses et puis il y a d'autres personnes avec qui on travaille pour que ça puisse se développer. Et donc, on essaye de faire des cours en parallèle de ça. En parallèle des cours, de faire de la recherche aussi sur l'impact que ça peut avoir. Mais c'est pas, il n'y a pas forcément un élément particulier, c'est plusieurs petits événements accumulés. Puis il y a eu un moment où il y a une convergence dans 10-15 jours de plein de choses qui sont arrivées, de questionnements qui revenaient. On se dit, il faut le tenter. Ok, c'est intéressant. Du coup, je disais que cette partie sur question de la validité ou les liens entre les qualités qu'on prête à l'impro et ce que c'est vraiment. Tu parlais de Magali qui faisait c'est une thèse qu'elle fait sur Alors c'est Julie de Wever qui fait une thèse, qui est psychologue, et Magali, elle est formatrice et comédienne qui fait des cours côté. Mais elles travaillent ensemble aussi, elles se connaissent. Donc ta confusion est tout à fait compréhensible. Oui, du coup, cette question de la recherche sur les effets de l'improvisation au niveau comportemental, au niveau gestion émotionnelle ou autre, je ne sais pas. Est-ce que, c'est peut-être une question un peu compliquée, mais est-ce que tu arriverais un peu à nous faire un état actuel de la recherche? Ça se trouve, ça sera très rapide parce que tu diras, c'est néant. Ou ça se trouve, tu vas me dire, oh, il y a tellement de choses, Julien, c'est un exercice pas évident. Enfin voilà, où est-ce que ça en est aujourd'hui et peut-être sur quoi on peut vraiment tabler lorsqu'on dit l'improvisation permet de faire certaines choses? Alors je vais essayer de te faire une réponse courte, puis tu pourras la couper après quand je vais la développer si tu veux. Il y a très peu de choses, clairement. Actuellement, il n'y a pas rien. Il y a très peu de choses. Si on devait tabler sur un truc, je dirais que ça serait sur l'effet de l'impro sur la créativité. Voilà, là, tu peux couper si tu veux une réponse très courte. Si on développe un petit peu, en fait, déjà dans la créativité, il y a plusieurs choses. Il y a quelque chose qu'on appelle la pensée. Il y a deux choses qui composent la créativité. Ce qu'on appelle la pensée divergente. Grosso modo, c'est à partir d'un truc, partir dans plein de directions. Tu vois, comme ça, là, tu pars d'un truc et de générer plein d'idées, ce qu'on fait dans plein d'exercices d'impro. Donc ça, il y a eu plusieurs recherches. On n'a pas eu 100 000, mais il y en a eu plusieurs avec des enfants, des ados, des adultes. Donc on appelle ça sur du lifespan au cours de la vie. Et tous les travaux que j'ai vus dans le monde vont dans le même sens en montrant que l'impro, ça permet d'améliorer ça, qu'on en fasse un petit peu, c'est-à-dire une ou deux séances, et on évalue juste avant et juste après, ou sur des cycles. C'est un travail qu'on a fait, par exemple, sur un cycle de
d'une grosse dizaine de séances, c'était 11 séances. C'est l'équivalent en fait d'un trimestre à l'école, c'était des collégiens. Donc on regarde pareil avant-après, s'améliore cette pensée divergente. Donc ça, on peut le dire, il faut toujours continuer d'explorer, de vérifier, etc. Mais là, vraiment tout va dans le même sens, même si on n'a pas 50 000, donc on est relativement confiant là-dessus. Après, au-delà de cette pensée divergente, tu as une pensée que dans la créativité, on appelle ça convergent. C'est-à-dire, en fait, à partir de plein de choses, trouver le meilleur choix possible. Par exemple, tu es en cuisine, il faut que il faut que tu trouves le meilleur ustensile pour finir ta préparation. Et toi, tu as des placards pleins de cuillères, de trucs, de robots. Tu choisis parmi tout ce que tu as le meilleur, ce qui va, tu vois, converger sur un même point. Ça, c'est un petit peu moins évalué, mais ça marche plutôt pas mal. Donc, dans cet aspect-là, il y a vraiment la créativité qui est plutôt pas mal. Et puis, dans ce que je te disais, pour expliquer aussi pourquoi c'est un petit peu compliqué, c'est que, en fait, comment on sait ça? C'est qu'en fait, on mesure avant et après je prends l'exemple des ados, des collégiens là, qui font de l'impro. Et ce qu'on regarde, c'est si j'ai le avant ici, est-ce que après, tu vois, leur créativité elle a augmenté. Créativité, on regarde le nombre de mots différents, par exemple, qu'ils peuvent générer, à quel point c'est original. Donc ça, on peut mettre des points. C'est-à-dire qu'on se dit, pour utiliser une cuillère en bois, par exemple, toi, tu vas dire que comment on peut l'utiliser autrement? Tu vas l'utiliser comme planche de surf. Si tu as dit ça et que 50% des gens qui répondent ont dit ça, c'est pas très original. Si tu m'as dit planche de surf et que tu es le seul sur 100 personnes à l'avoir dit, c'est original, donc on te met des points en conséquence. Donc on peut le mesurer. Je dis pas que c'est parfait, je dis pas que tout se réduit à un chiffre, mais on peut. Ce que je dis sur notre boulot de chercheur en psycho, c'est qu'on est difficilement objectif. C'est très compliqué. Là, c'est ce qu'on arrive à faire. Donc on fait avant-après, et puis en parallèle, on le fait aussi avec des gamins ou des ados ici qui font pas d'impro, pour regarder comment ils évoluent. Parce que si dans une même classe, tu as les gamins qui ont fait de l'impro, qui progressent, et que ceux qui ont fait du foot, ils progressent pareil, c'est sûrement pas l'impro en fait qui va les aider, c'est je sais pas ce qui s'est passé dans leur classe. Donc c'est les groupes, ce qu'on appelle des groupes contrôle. C'est important parce que c'est vraiment le truc basique. Et si on le fait pas, on peut avoir l'impression qu'il y a des choses qui progressent et on n'en sait rien. Et j'en parle, c'est un tout petit peu technique, il y a plein d'autres choses que je ne détaille pas ici, hein, parce qu'en fait, dans les autres recherches sur les autres sujets, pour l'instant, on ne sait pas beaucoup, notamment parce que c'est difficile de trouver ces groupes contrôle et de les mettre en place. C'est-à-dire que souvent on dit l'impro, je me sens mieux, je suis moins anxieux, je suis mieux dans ma peau, je suis plus détendu. Enfin, il y a plein de formules qui sont des notions qui existent en psycho. Enfin, voilà, l'anxiété, on connaît, ça peut se mesurer, la dépression, l'humeur. Tout ça, ça fait des décennies que tous les psychologues du monde étudient ça. Mais ça veut dire qu'il faut pouvoir le faire chez des gens qui font de l'impro et d'autres, et puis qui se ressemblent à peu près. Parce que si tu prends un groupe de gens qui vont bien, qui n'ont pas de pathologie particulière, tu regardes leur évolution, puis tu prends des gens qui ont un diagnostic de dépression sévère, déjà au départ, on fausse un peu le truc. Donc il faut trouver des gens qui se ressemblent à peu près. Ça commence à se faire en fait. C'est assez récent l'étude scientifique de ça, mais il n'y a pas beaucoup de résultats aujourd'hui. En fait, si je dois te synthétiser tout le reste là-dessus, notamment sur ces questions, on va dire, d'humeur, d'anxiété, les premiers travaux qu'il y a sont plutôt, je dirais qu'ils sont plutôt encourageants pour des chercheurs, c'est-à-dire qu'ils disent ça vaut le coup de continuer à creuser. Mais dire aujourd'hui, ouais, l'impro, ça améliore l'anxiété définitivement, je m'y risquerai pas, parce qu'en plus, il y a des résultats qui montrent que non, et ça va dépendre de comment on le fait, de qui le fait, dans quelles conditions, comme beaucoup de choses, hein, évidemment. Je pourrais dire pareil de pas mal de thérapies en psycho. Donc on continue à faire des recherches là-dessus. Quand je dis on, c'est parce qu'on participe donc sur ces questions d'anxiété, d'humeur, sur le plan aussi de la mémoire, prise de décision, voir si on réagit plus vite, est-ce qu'on réagit mieux, est-ce qu'on génère plus de possibilités, est-ce qu'on sélectionne mieux la meilleure. Tout ça, c'est en train de se faire. Nous, dans les gens avec qui je travaille en direct à Amiens, et puis il y a une petite communauté dans le monde qui est en train de se construire, de s'étendre, parce qu'on est assez peu nombreux, évidemment.
à travailler sur ces questions-là. Et on est en contact. Là, le mois prochain, on devait, avec 2 collègues des États-Unis, présenter justement ces choses-là dans un congrès qui a été annulé avec cette histoire de pandémie en 2020, pour ceux qui regarderont cette vidéo en 2040. Mais c'est juste la présentation qui est annulée, puis elle sera reportée, on le fera à un autre moment. Les travaux, ils continuent ensemble. Donc, on a quelques éléments. Moi, je suis plutôt, je trouve qu'en tant que chercheur, c'est hyper intéressant parce qu'il y a tout un champ qui est quasiment vierge à explorer, les premières pistes qui sont encourageantes, mais aujourd'hui, dire ça marche, c'est génial, il y a une validation scientifique, ça serait mentir, ça serait être malhonnête. Donc, c'est hyper difficile, c'est hyper frustrant, évidemment, à dire. Ça, c'est une éthique, c'est le minimum. Je sais que c'est pas facile toujours à entendre, parce qu'on a envie de se dire, bah, ça marche ou ça marche pas. En fait, on ne sait pas. Donc, pour l'instant, on ne sait pas exactement. Il y a la créativité où on a quand même pas mal de choses, mais sinon, il faut attendre un petit peu. Il y a ce côté frustrant, il y a un côté qui est encourageant, c'est qu'il y a pas mal de gens, il y a de plus en plus de gens qui travaillent là-dessus, au moins sur la psychologie, pour ce que je connais, et puis dans d'autres champs, en termes de communication, de rapport dans l'entreprise. Ça rejoint toujours plus ou moins la psychologie. Le constat, et en discutant avec des collègues d'autres branches, à peu près le même, qui est globalement, c'est en train de se développer. Il y a des éléments, il y a des pistes, des choses encourageantes, mais on ne peut pas conclure tout de suite. Mhm. Ok, cool, merci. C'est intéressant parce que je pense que plusieurs personnes qui proposent des prestations avec un pro appliqué se réfèrent à des disciplines pour compléter. C'est quand même un peu compliqué de faire juste un atelier, un pro appliqué. Ça dépendra peut-être le sujet, mais souvent les gens l'utilisent comme outil complémentaire à autre chose. Et puis pour dire que ça peut avoir un effet, on va dire bah oui, ça a tel bénéfice. Et c'est vrai que c'est un petit peu délicat des fois. Alors, peut-être on a vécu certaines choses qui nous laissent penser que, mais je trouve intéressant de pouvoir voir aujourd'hui ce qui était scientifiquement, pour le moment, admis et potentiellement vérifié. Donc, Et c'est bon. Ouais. pardon, juste pour te compléter là-dessus, ça me fait penser à ce que tu dis. On suit sur ce à ce qu'on ressent, et c'est hyper intéressant, notre intuition, et pour nous guider, c'est que parfois, juste, ça nous amène complètement à côté, quoi. Il y a des trucs, on est persuadé que ça marche, et pas du tout. Tu vois, le truc, ça se voit. C'est un truc on voit sur des choses d'esprit critique. Souvent, on se dit, bah, tu vois, ça se voit. Tu regardes le soleil, le matin, il est à l'est, et puis tu le vois, tu vois, il monte. Et puis après, il va se coucher le soir, puis il recommence. Tu vois, ça se voit, ça. C'est évident. Tu vois, on dit même, je ne crois que ce que je vois. C'est un gage de sérieux. Tu dis comme ça, tu vois le soleil qui tourne autour de la Terre. Sauf que ben, le soleil, il tourne pas autour de la Terre, tu vois. Sauf que c'est nous qui tournons autour du soleil, la Terre. Mais quand tu es ça, si tu le dis avec plein de conviction, et je peux te faire une formation où je te vends le soleil qui tourne autour de la Terre, et je te jure que tu vas sortir en étant persuadé que c'est vrai. Donc il faut faire attention à ça. Il y a plein de trucs qui nous paraissent intuitifs, qu'on sait, dont on est sûr. Enfin, je parle même pas des gens malhonnêtes, mal intentionnés, qui n'existent pas évidemment dans le milieu de l'impro. Hein, bien sûr, on le sait. C'est juste de dire parfois on est persuadé, puis on dit des bêtises. Donc si on peut éviter de temps en temps, c'est peut-être pas plus mal. Pendant des années, j'ai pris du pétrolane quand j'étais ado, qui vendait par ailleurs que ça ralentissait la chute des cheveux. C'est pas hyper efficace pour tout le monde, tu vois, par exemple. Je leur en veux pas, hein. Il y a une composante génétique. Je dis pas ça, c'est pas j'ai pas un procès avec pétrolane non plus. C'est vraiment cette idée de dire ouais, on a des intuitions, c'est super génial de temps en temps, et de temps en temps ça nous amène complètement à la ramasse. Et enfin, je vais compléter de psychologue à psychologue. On sait qu'il va y avoir aussi des biais explicatifs, des biais cognitifs et autres. Et un biais de confirmation, par exemple, va nous amener à nous centrer sur les choses qui semblent fonctionner. Donc, je peux donner un exemple en off d'un parent qui va me dire ma fille, depuis qu'elle fait de l'impro, elle est plus ouverte, elle est moins timide, machin. Et voilà, je vais dire ouais, cool.
Mais au fond, moi, je veux dire, je sais pas si c'est grâce à l'impro, et enfin, voilà, est-ce que c'est grâce à ce qui se passe ailleurs dans sa vie, je n'en sais rien. Mais si je me focalise là-dessus, effectivement, je vais me dire, ah bah voilà, c'est grâce à l'impro. Alors qu'en fait, il y a 3 autres gamins où il se passe rien du tout de Hum. particulier. Mais comme j'ai vu ça, du coup, ça Ah va ouais. confirmer ce que je pensais. C'est ça. Ah ouais, puis on a envie, toi, tu t'es investi pour faire le cours. La fille en question qui vient faire, bah pareil, elle a investi du temps, elle a choisi de faire de l'impro, elle n'a pas fait du foot ou de la peinture à la place. Et puis sa maman, pareil, elle a choisi, elle a réfléchi, elle a regardé toutes les activités, elle a discuté en famille, elle a comparé ses frères et sœurs, elle s'est renseignée avec les autres parents, sûrement. Enfin, on investit au moins du temps, de l'énergie, de l'attention, des fois de l'argent. Donc forcément, on a envie que ça marche et on se retrouve dans un truc de psychologue qu'on discute souvent. Après, il y a quand même deux choses à distinguer, c'est il y a d'un côté le bienfait, honnêtement, tu vois, la fille, si dans cette école, à ce moment-là, elle est contente et que ça soit toi, le prof de musique, ou parce qu'ils ont changé la cantine, en tant que parent, je veux dire presque on s'en fout. Si la fille va mieux, c'est très bien. Voilà. Cette année-là, c'est bien passé, super. On espère que ça continuera. Après, c'est en tant que, alors évidemment que scientifique, j'en ai parlé, puis en tant que personne qui vont faire des formations, qui vont, on va dire, qui vont vendre clairement des choses. Je pense il faut être attentif parce que voilà, je mets vraiment de côté cet aspect scientifique à côté de contrôle qui est très spécifique à quelques personnes dans l'impro. Mais à un moment, si tu commences à vendre des choses, et comme tu dis, ça marche chez un, ça marche pas chez les autres, les gens dans les entreprises, dans les écoles, dans n'importe quelle structure qui vont t'inviter, ils vont s'en rendre compte. Et ça peut ça peut te décrédibiliser, toi, comme formateur, si je vous ai vendu ça et ça marche pas du tout, et tu seras pas rappelé. On ne dira peut-être pas, vous avez fait n'importe quoi, mais tu seras peut-être pas rappelé. Et puis aussi, quand tu vends, alors, surtout, je vais dire peut-être quand tu survends quelque chose, tu t'en as rajouté, etc., qui est un petit peu le jeu du commerce, hein, je me voile pas la face. Mais quand c'était vraiment très exagéré, après, c'est aussi difficile pour les autres qui passent derrière. Il y a, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps pour un projet, alors c'est pour les cités éducatives, où c'est dans les zones, c'est les collèges qui sont classés, donc c'est maintenant les REP, avant ça s'appelait des ZEP, c'est-à-dire dans des endroits où les situations économiques notamment ou sociales ne sont pas les meilleures. Qu'on reçu un tas de choses, puis dans certains collèges d'Amiens, un principal avec qui on travaillait déjà, qui nous a contactés pour parler d'impro. Et puis je suis allé pour amorcer le truc, discuter avec les profs et leur proposer un atelier d'impro pour leur montrer, parce qu'en arrivant en disant, bonjour, avec ma tête, je suis chercheur, ouais, l'impro, vous allez voir, on va pouvoir faire des choses, on va faire de la recherche, il y a plein de choses qui s'allument, qui leur font peur, c'est normal. Hein. Faites, vous allez voir, en le faisant, vous allez vous faire des liens, imaginer des choses, ça va être super pour préparer la suite, parce qu'on va faire des recherches hyper spécifiques, et puis vous allez générer des choses, ils vont forcément, c'est eux qui connaissent le mieux leurs ados, moi je les connais pas. Donc on a cette expertise complémentaire. Et en commençant, il y avait plein de gens qui sont arrivés un peu, un petit peu entre deux, des fois avec même de la défiance. Et puis à la fin, quand on se détend après l'atelier, quand on discute un peu autour d'un café, en fait, il disait, bah oui, on a déjà fait des ateliers qui s'appelaient de développement personnel, de théâtre, de mise en situation, sans savoir exactement à quoi ça servait. On faisait, il y a un exercice que j'aime bien, que je fais souvent en début de formation, qui est enfin, on l'appelle serpent-paume. D'autres l'appellent autrement. Tu sais, tu mets ta main, tu fais une proposition, l'autre vient mettre sa main, refait une autre proposition avec sa main, puis on fait une chaîne. Après, on s'en mêle. Et puis, sans se lâcher les mains, faut se remettre en cercle, sans se lâcher les mains, sans se faire mal. Donc, il y a plein de variations, etc. L'idée, c'est de travailler un petit peu sur l'écoute. Ça peut faire un brise-glace. Et je le débriefe beaucoup, celui-là. Je donne très peu d'instructions au début, puis on le débriefe beaucoup, on discute de ce que ça peut faire, on peut réessayer différentes configs. Et sur cet exercice-là, par exemple, c'était le cas sur d'autres, bah, il y a pas mal de participants qui m'ont dit ouais, on l'avait déjà fait, et c'était juste rigolo, et on nous avait pas expliqué pourquoi. Et ben ça, en fait, en passant derrière, après, en discutant de tout ça en off, derrière, j'ai compris leur résistance du départ et leur défiance. Mais si ça s'était pas bien passé, je l'aurais jamais su. Je serais rentré chez moi comme une nouille, il m'aurait jamais rappelé, il voudrait plus travailler, il voudrait plus faire de recherche, il voudrait plus monter d'atelier d'impro. Donc c'est pour ça que je dis de survendre, il faut faire attention. Et puis de bien préparer ces ateliers en fonction du public qu'on a en face.
Parce que c'est évidemment pas pareil de le faire avec un groupe d'enseignants de collège que des enseignants, par exemple, du supérieur. Évidemment, ça va pas être pareil qu'en entreprise ou avec des ados ou des personnes âgées. Ok, bien. Et justement, ça me fait un peu réagir. Tu disais que là, tu présentes un exercice, et puis après, tu le débriefes après. Et du coup, j'ai envie de te demander, en général, quand tu fais des interventions, où tu utilises l'impro, les exercices de l'impro, tu t'appuies sur quoi pour faire des débriefs, ou même peut-être pour concevoir aussi Ouais. ton plan d'intervention? Quels sont tes supports? Alors, j'imagine la psychologie, mais Oui, peut-être que tu arriveras même là-dedans aussi à préciser. ouais. La psychologie, évidemment, ça joue. Et puis c'est avec ça que je viens. C'est-à-dire que souvent, que ce soit pour une formation d'impro, souvent on nous demande des petits descriptifs, enfin, voilà, un minimum de choses. C'est le cas pour tout ce que je fais. Si je vais faire une conférence, si je fais un cours avec des étudiants, il y a une formule qu'on utilise régulièrement, c'est d'où je parle. Enfin, d'où parle-je, faudrait le dire. Et d'expliquer, quand j'arrive, quand je me présente, je m'appelle Mathieu, etc. Et je suis psychologue, je suis enseignant-chercheur et formateur en impro. Et déjà, ça cadre. C'est pas pareil que quelqu'un qui est, par exemple, comédien professionnel et formateur en impro ou ancien. Je sais pas, t'as pas mal de gens que je vois dans le monde de l'impro, par exemple, d'anciens commerciaux, d'anciens banquiers, d'anciens fonctionnaires territoriaux, etc. Déjà, en fait, ton expertise, moi, évidemment, c'est la psycho. On vient avec et on vient avec des outils là-dessus. Dans la psycho, c'est plutôt la formation initiale, la neuropsychologie, donc en lien avec le fonctionnement du cerveau. Et puis je suis enseignant, donc ça me démange de temps en temps de dire et au fait, vous saviez ça? Des petites choses qui peuvent être pertinentes pour faire du lien, pour aussi rassurer, pour dire en fait, quand j'ai construit, parce que moi je me suis basé là-dessus, quand j'ai construit l'atelier, le fonctionnement, choisi les exercices, comment j'allais les aborder, je réfléchis à ce que ça peut mettre en place derrière chez toutes les personnes qui participent. Donc sur un peu du fonctionnement du cerveau, puis surtout en termes de mémoire, qui est mon premier amour de recherche, et qui reste très présent sur l'apprentissage, comment on apprend des choses. Alors il y a quelque chose qui est assez intuitif et puis qui est vrai, celui-là. Donc ne nous gênons pas. On sait, il y a des trucs intuitifs, on s'en méfie. L'intuitif, puis il est vérifié. C'est sur la mémoire, l'action. Quand tu fais des choses, en général, tu retiens mieux quand tu les dis, quand tu les fais. Donc l'impro, c'est vachement bien pour ça. Donc quand tu arrives dans un endroit où les gens ont plus cette culture de l'oralité, je pense beaucoup aux enseignants, à tous les niveaux là vraiment, et que tu parles de la place du corps, tu sais, c'est toujours un truc, ouais, 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 etc. S'il y a un petit peu de bagage scientifique derrière, alors c'est pas un cours magistral, hein, juste ces deux, trois petits mots comme ça, et puis qu'on le met en place et qu'on sait d'avance ce qui va se passer, qu'on peut pointer, ça marche plutôt pas mal. C'est ça, je veux dire, c'est mon premier angle sur la motivation, sur les émotions aussi, comment ça peut marcher, des choses très simples sur des choses que tu connais, sur le comportement. Tu vois, on parle de renforcement. Il y a un truc, par exemple, hyper basique, c'est que un comportement, alors je parle comportement au sens très large, tu vois, il va plutôt bien se maintenir si tu fais ce qu'on appelle du renforcement positif, c'est-à-dire un truc bien, et tu vas dire c'est cool, c'est bien, ou donner une récompense. Et dans le positif, ça marche sur le long terme. Et on peut expliquer aussi que à court terme, c'est un peu long à démarrer des fois. Que si quelqu'un t'embête, c'est plus facile évidemment de lui hurler dessus ou de lui faire peur. Ça va marcher tout de suite. Par contre, à long terme, tu vas avoir un peu des relations moyennes, on va dire. Alors que si tu dis, ah, c'est bien, peut-être que tu verras pas le truc, mais peut-être que ça a touché la personne. De rappeler un petit peu ces aspects-là, et puis ça va avec le cadre de l'impro, de bienveillance, de choses comme ça, qu'on met en place au départ. C'est quelque chose, tu vois, on va dire, en dehors de la psycho, ce que je connais de la pédagogie, avec les lectures, avec les formations, tout ce que j'ai pu faire dessus, qui revient, c'est vraiment l'importance du cadre au début. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste toujours. Et puis quand je fais de la formation pour des gens qui sont des enseignants, des formateurs par ailleurs, on insiste sur ce cadre.
On met les règles au départ, voilà, et on ne va pas sortir de là. Ça permet, si on le dit très grossièrement, à ceux qui voudraient un peu trop faire les malins, de savoir où est la limite. Donc, ben, toi, en tant que formateur, tu vas les voir parce qu'ils vont aller chercher la limite tout de suite. Tu dis, dépassez pas, ben, ils vont venir là. Ça fait quoi si je fais ça? Ben, toi, tu l'as dit au départ, tu dis, si tu viens là, il se passe ça. Donc, en gros, jusque-là, pas de problème. Puis là, eh ben, il se passe ça. S'il se passe ça tout de suite, il y a, OK, t'es sérieux? T'as prévenu avant. Et là, j'utilise par exemple un des ressorts que je connais de la psychologie sociale, c'est que sur les règles, j'en donne relativement peu au départ, je les donne publiquement et je fais prendre l'engagement à tout le monde. Donc on fait un truc, on fait sortir de la salle, on fait un petit truc dehors, puis ceux qui sont d'accord rentrent et ceux qui sont pas d'accord, ils sont déjà dehors. Ils ont même pas à faire l'effort de se barrer, ils sont déjà dehors, par exemple. Et après, s'il y a quelqu'un qui fait quoi que ce soit, moi j'ai rien à dire, c'est même plus à moi d'avoir le rôle du méchant, de faire comme l'arbitre, tu vois, dans le match. C'est les participants entre eux. Ils vont se dire, bah, tiens, Michel, tu fais chier, on avait dit la règle, on est tous d'accord. Ah pardon, tu nous embêtes, Michel, fais attention, on était tous d'accord sur la règle, tu fais à côté. Puis Michel il dit, ah oui, c'est vrai, pardon les copains. Et 9 fois sur 10, c'était une régulation en fait interne. Et d'ailleurs, enfin, ils disent pas Michel, tu nous embêtes. Il y a le voisin de Michel qui Michel, s'il te plaît, attention. Puis il se tourne vers sa voisine de l'autre côté qui dit Michel, bah oui. Bon. Et souvent, ça passe vraiment la plupart du temps comme ça. Et sinon, on peut l'identifier. Puis nous, on l'accompagne. On sait que notre énergie, elle est là-dessus. Notre énergie, c'est vraiment la gestion de ces relations dans le groupe. C'est pour ça que je parlais de la psychologie sociale. Il y a d'autres branches là-dessus qui peut nous aider. Ça, c'est hyper important. Ça va faciliter. Après, ce que je connais, je disais de la pédagogie aussi, c'est de préparer. Ça vaut pour tout, hein, tes exercices, de les répéter, de les entraîner, pour qu'en fait, ça soit la partie technique pour qu'elle soit automatique. Tu vois, l'exercice, quand je dis technique, c'est l'explication de ta consigne. C'est comme, tu vois, pour moi, c'est comme un cours. À un moment, des fois, tu expliques des notions, des trucs qui me paraissent hyper simples, j'explique, puis tu vois, alors c'est l'avantage des grands amphis, tu vois, que je peux avoir, parce que quand tu as 400 têtes qui te regardent comme ça, il y a de bonnes chances pour que ça soit toi qui est mal expliqué et que tu n'aies pas 400 nouilles en face de toi. Tu vois. Voilà. Si tu en as 395 qui comprennent et 5 qui regardent un peu de côté, tu dis bon, peut-être qu'ils n'ont pas bien fait gaffe et tout, tu peux revenir. Ça t'apprend l'humilité quand même assez vite. Dans un groupe, c'est pareil. Normalement, si ta consigne elle est bien pensée, si elle est bien répétée, ça coule tout seul. Donc ça peut s'apprendre avec l'expérience, évidemment. Ça joue pas mal. Et puis, il y a le temps du débriefing qui est important, qui, pareil, c'est une vraie expertise que j'ai découvert ça pas mal dans la simulation médicale. On parlait des travaux de recherche, on travaille beaucoup avec des médecins qui ont une grosse expertise là-dessus, de mise en situation, de culture, de briefing, débriefing, enfin, qui est quelque chose qui est extrêmement cadré et on a beaucoup à apprendre. Et puis, je dirais, il y a donc la psycho, cette question de stimulation médicale, de pédagogie médicale, la pédagogie de façon générale. Et puis, j'ai fait aussi, ça c'est quelque chose qui est très important à mon sens. Sûrement, ce que je recommanderais en premier, c'est de faire des formations. C'est-à-dire qu'avec mon bagage de psychologue, d'enseignant-chercheur, etc., enfin, alors même si je suis arrivé sans être formé, je me suis beaucoup formé derrière à plein d'aspects. J'ai fait il y a quelques années une formation de formateur, c'était avec Papy et JB Chauvin, où j'ai rencontré en plus tout un tas de gens qui sont devenus et restés depuis des amis. Mais c'est vraiment quelque chose qui aide à structurer, d'avoir des gens qui ont plus d'expérience. Voilà. Ils ont autant d'expérience que moi d'années de vie, donc c'est très très clair, hein. Qui peuvent donner des choses, qui peuvent transmettre. Là, en plus, c'est formalisé, ils l'ont réfléchi. Donc, moi, j'encouragerais vraiment les gens à se former et au moins à discuter, à échanger avec d'autres personnes sur les pratiques, à les confronter, à les tester, pas se lancer n'importe comment. Faut pas attendre 5 ans, hein. Je suis pas en train de dire, attendez 5 ans, faites des études d'impro et tout. Mais vraiment de se confronter à ça pour que ça puisse avancer, pour que tu puisses tester des trucs. En gros, ce qu'on dit, c'est le bac à sable, tu vois. Teste tes exercices avec quelqu'un d'autre qui a un peu plus de recul, qui connaît un peu, qui va te dire, tiens, là, fais-le si tu veux. Moi, je sais que dans mon expérience, puis dans ce que les autres racontent, 9 fois sur 10, ça va foirer. Ou 9 fois sur 10, il va arriver ça. Si tu changes juste ce petit truc-là,
eh ben, 9 fois sur 10, au lieu de te planter, ça va rouler nickel. Donc, c'est vraiment ça qui va être important. Et idéalement, de commencer, et même après, de le faire à deux. De co-animer les formations quand c'est possible, c'est top. C'est ce qu'on fait régulièrement avec Magali, dont on parlait. Ça m'est arrivé de co-animer d'autres choses en interne avec des collègues quand tu as des aspects techniques, informatiques. On a un petit binôme ingénieur-enseignant. Ça te permet d'avoir de temps en temps de créer tes séquences où de temps en temps tu peux prendre du recul. Et comme ça, l'autre, tu l'écoutes, mais tu sais ce qu'il va raconter. Et tu observes la dynamique de groupe. Et puis tu peux faire des signes à l'autre de genre, là, tu vois, ils sont en train de s'ennuyer. Arrête, tu vois, c'est trop long. Si t'es dans le fond, etc., les autres te voient pas. Et tu fais ça. Et je le dis d'autant plus que régulièrement, pour le coup, Magali me regarde et fait genre, trop long, arrête de parler. Comme là, tu vois. Là, par exemple, je suis tout seul, je suis en train de parler, c'est hyper long. Donc là, tu vois, quelqu'un qui dit arrête, arrêtez long. Donc ça, c'est au début. Puis après, quand tu te connais un peu, c'est juste, tu sais, c'est un peu comme les vieux couples. Tu sais, t'as une respiration, t'as un œil qui bouge un peu, t'as compris, quoi. C'est un ok, je suis trop long. Allez, je finis ma phrase, ça y est, on passe à la séquence suivante. Donc ça, c'est plutôt pas mal, et surtout pour débuter. Comme ça, en plus, ça te met en confiance, tu vois des trucs. C'est vrai que ça, c'est l'idéal. Ok, merci pour ces conseils. Je pense seront utiles pour certaines personnes. On parle d'impro, on parle de pédagogie, on parle de psychologie. Je crois que tu vois où je veux en venir. Euh, de ton podcast, mais même pas juste de podcast en fait. Moi, j'ai su que tu faisais un podcast, mais ça s'inscrit déjà dans un blog où tu as écrit des articles. Même pas depuis combien de temps. Alors, si tu pouvais nous présenter Oui. ton site donc, qui s'appelle Improvpsy. Ouais, dis-nous un peu comment c'est né, puis qu'est-ce que tu y développes dedans. C'est né à peu près à la période où j'ai commencé à me lancer justement dans les formations de l'impro. En fait, l'idée, tu vois, c'est que ça rassemble pas mal de choses que je fais. L'impro, la pédagogie, la psychologie, c'est mon identité professionnelle au moins. Et il y a plein de gens hyper intéressants dans chaque domaine. Il y a très peu de gens qui rassemblent deux des domaines et quasiment aucun les trois. Des gens qui font de la psycho, de l'enseignement et de l'impro. Et dans la psycho, je te mets une partie recherche. Il y en a, hein. Et quand on se trouve, on est hyper content, on discute pendant des heures, etc. Mais je peux les compter pour l'instant, ceux que je connais sur les doigts de la main dans le monde. Et puis c'était une façon de d'écrire parce qu'il y a en fait il y a un espace de scène où je joue, on fait des spectacles, on s'amuse. Il y a un espace très carré, très normé du monde universitaire, de la science, de tous ces aspects-là. Et puis il y avait des choses entre deux que j'avais envie de partager, de discuter, sur lesquelles j'avais envie d'échanger. Et j'avais fait ça en publiant, je pense que c'est le blog le plus irrégulier du monde. Des fois, il y a 6 mois ou je pense même des fois 1 an entre 2 billets. Et puis des fois, j'en écris 2-3 de suite. Il y a plein de brouillons. C'était vraiment quelque chose qui est à part. Et puis, surtout, ça m'a permis de faire avancer une réflexion sur les échanges, justement, sur cette idée de podcast. Avec en parallèle, j'ai écouté plein de podcasts de plein de sujets différents. En impro, il y a ceux alors, maintenant, il y a le tien, évidemment. Mais il y en avait d'autres avant qui m'ont amené à réfléchir sur la question. Il y a celui de Hugh Tibi qu'on connaît. Il y avait plus récemment, c'était Frédéric Barbucci, un Canadien qui a fait des choses hyper intéressantes. J'ai écouté pas mal de ceux de Patrick Spadry en Belgique autour de c'est l'improviste, si je dis pas de bêtises. Et puis d'autres choses, il y en a en anglais dont j'ai perdu le nom. Et en fait, en discutant des fois très tard, souvent c'est très, très tard après les spectacles avec des copains, avec des gens qui parlaient d'impro, je trouvais ça hyper intéressant et je me disais que sûrement ça pourrait intéresser plein de gens. Il y a des conversations où après j'en parlais avec d'autres gens qui font de l'impro. Ah, c'est génial, il y a machin qui a dit ça. Et
machin a dit ça à 1h30 du matin, à côté de la machine à café, dans la cuisine. Alors des fois on dit des bêtises à 1h30 ou plus tard à côté de la machine à café, mais là c'était vraiment, il y a plein de fois où c'était hyper intéressant et je voulais pouvoir le partager, et l'idée d'enregistrer des choses, c'était pour partager un petit peu ça. Donc vraiment, en se disant, on se prend une demi-heure, trois quarts d'heure, on discute comme ça pour avancer avec une ligne éditoriale qui est celle des gens que je trouve intéressants. Parce que je me dis que s'ils me passionnent, ils en passionneront peut-être d'autres. C'est les quelques rares conseils culinaires que j'ai pu hériter de mon père, qui me disait, quand tu fais un truc à manger, fais pour que ça te plaise à toi. Et comme ça, à table, il y aura au moins une personne qui sera contente. Donc, je tiens à préciser que je ne suis pas un bon cuisinier. Mais le conseil, je l'ai appliqué pour le coup à autre chose. Donc, c'est l'idée de partager là-dessus. Et puis, ça permet de faire des rencontres et d'échanger avec des gens. Ça me permet, tu vois, sur cette question-là, d'échanger avec toi, par exemple, de découvrir que tu étais psychologue, que tu t'intéressais à l'impro appliqué aussi. Et donc, c'était le but, de pouvoir créer des liens avec cet outil-là, donner peut-être des idées à d'autres gens, pourquoi pas, et vraiment de créer ces liens-là, qui est ma définition de l'impro. On dit qu'est-ce que c'est l'impro, etc. C'est toujours un peu compliqué à dire. Je le résume en disant l'impro pour moi c'est créer des liens. Ok, très bien, merci. Donc du coup, je réagis par rapport à tes podcasts pour les personnes qui vont regarder ou écouter cette vidéo, puisque celle-ci sera partagée sur nos médias communs, et que suite à ton initiative, et merci beaucoup, tu as proposé de faire des rencontres communes, de mener des entretiens ensemble pour des personnes qui pourraient partager les sujets qui nous intéressent, sachant que moi, c'est plus orienté impro appliqué. Là où moi, je vais te suggérer aussi des personnes où ça touche à de la psychologie, et peut-être ça peut t'intéresser aussi. Donc voilà, donc on présentera cette vidéo en première, et puis il y en aura d'autres qui suivront où on sera trois en visuel ou en micro, partagés sur nos médias communs. Donc pour toi, improfpsy.com, et Oui. puis les plateformes de podcast comme SoundCloud, iTunes et Deezer, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. En tapant un prof psy, il n'y en a pas 15 000. Hein. Donc oui. Ça se retrouve. Je vais te poser une dernière question qui ne fait pas lien directement avec ça, mais avec quelque chose que je me posais tout à l'heure, qui m'intéresserait moi par exemple, mais qui pourrait intéresser d'autres personnes. Si je souhaitais proposer des interventions en université, à la faculté de psycho, peut-être d'autres facultés, sous quel angle je pourrais proposer ça? Qu'est-ce qui fait que, en proposant ça à des responsables de master, de licence, voilà, ils se disent, ah tiens, ça c'est intéressant. Quel serait l'angle d'attaque pour proposer quelque chose? Je vais te faire une vraie réponse de psychologue. Je vais te dire, ça dépend. Je suis désolé d'entretenir le stéréotype. En fait, ça dépend. Je vais peut-être répondre avec ce qu'on fait, ce qu'on a fait, comment ça s'est mis en place. Parce qu'il y a par exemple depuis 1 an et demi un dispositif qui est pour les premières années, alors qui est en psycho et qui est en art aussi, qui va certainement, alors à la rentrée prochaine, qui devrait se développer sûrement en droit, un truc qui s'appelle de performance orale, qui est une demande du ministère qui a alloué un certain nombre de crédits spécifiques là-dessus sur des premières années, qui est un peu dans la lignée de la réforme qu'il y a sur le bac, etc., de prise de parole. Donc là, c'est sur quelque chose de très spécifique, et l'impro a une place là-dessus. De donner des outils pour parler. On parlait de la technique, de posture, de voix, de choses comme ça. Et puis après, sur les aspects plus artistiques qu'on peut appliquer, on va dire, sur cette partie de lâcher prise, de tout ce que je pense, toutes les improvisatrices, puis tous les improvisateurs reconnaissent. Ça, c'est un angle, je dirais que c'est peut-être le plus facile, dans le sens où c'est le plus évident pour une porte d'entrée. L'autre, c'est, tu parlais du niveau master, donc le moment le plus avancé dans le cursus en psycho, parce que c'est
un bac plus 5. C'est vraiment d'aller chercher un truc spécifique. Et là, quand je dis ça dépend, c'est aussi là, entre les spécialités, ça dépend. Par exemple, dans la spécialité, là où j'interviens, le master où j'interviens le plus, c'est sur de la neuropsycho. On va faire beaucoup d'entretiens avec des patients, avec des familles, avec des couples de gens plus ou moins âgés notamment. Aller intervenir dans les chambres des patients quand ils sont hospitalisés, alités, en maison de retraite, etc. Et ben ça, de dire, dans ces situations-là, il y a de l'incertitude, il y a des choses inattendues, on peut travailler là-dessus. En fait, ça se prépare, ça. Enfin, c'est très bizarre à dire, faut roder son discours un petit peu. Hein, dire. Je vais vous aider à préparer l'impréparable, à anticiper ce qui est inconnu, de travailler là-dessus, ça c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et puis sur le dialogue, encore une fois, tu vois, la voix, là aussi la technique, ça va jouer. Et puis d'autres masters, je pense, je suis intervenu cette année. On a commencé avec les collègues dans psychosocial et psycho du travail, de découverte. On a fait, je crois que c'était 3-4 heures, un tout petit module de découverte, sur des relations intergroupes. Donc là, j'ai focalisé, tu vois, sur les outils de l'impro, pareil, les quelques généralités, puis un petit peu plus précisément sur ce que ça pouvait amener dans ces relations. C'est pour ça, tu vois, je te dis, ça va être très, très, je vais dire, discipline, sous-discipline même dépendant. Et le conseil général avec ça, c'est vraiment, je dirais, de se rapprocher de quelqu'un qui connaît le milieu. Et c'est quelque chose qu'on avait discuté pas mal aux assises de l'impro, un projet à la dernière édition à Tours notamment, dans ces questions d'impro appliquée. Chaque fois, ce qui ressortait, c'est vraiment de se dire, quand tu vas dans un milieu, là on parle de l'université, de la formation des psychologues, c'est une micro-niche. C'est tout petit, hein. Mais il y a, et je pense beaucoup les gens donc, qui sont en entreprise, qui sont dans des milieux, dans tes précédents podcasts, ça a été évoqué, dans le médico-social, d'y aller avec quelqu'un qui connaît le milieu, de préparer pour évidemment cibler la demande, puis les exercices, d'expliquer, de voir comment ça se passe. Et après, en fait, une fois que tu as fait ça quelques fois, que ça s'est bien passé, toi, tu as le vocabulaire un petit peu, tu as un peu d'expertise. Évidemment, tu es meilleur dans ta formation, c'est-à-dire sur le plan technique, organisationnel, d'objectifs. Et puis, tu es meilleur dans... En tout cas, tu te fais accepter plus facilement. Là, quand je parlais aussi des binômes, dans l'expérience à l'université, quand tu dis « Ah, on va faire un truc, il y a un comédien ou une comédienne qui vient », les universitaires vont dire « Oh, attention, nous on est sérieux, attention, on veut pas faire poète-poète ». Parfois parce qu'ils ont eu des trucs où on leur a fait faire juste poète-poète sans chose derrière. Et puis quand tu arrives, tu fais le tour de présentation. On était avec Maggie, bonjour, je suis formatrice. Alors t'en as qui font un peu, ouais, formatrice, comédienne, ok, impro. Puis moi, si je dis, ouais, ok, je fais de l'impro et tu vois, je suis des vôtres. Je bosse à la fac aussi. Je sais ce que c'est, les amphis avec plein de monde, corriger 800 copies, ce qui n'a rien à voir avec la formation, ça. Et on a le même message, on l'a bossé ensemble, juste de dire, ok, c'est bon, il connaît nos trucs, on a levé 3-4 barrières et on va pouvoir y aller. Et maintenant, je prenais, tu vois, cet exemple de Maëlie, quand elle y va, quand elle fait les formations, elle connaît, elle peut te parler de conseils de gestion, c'est presque, si elle ne va pas t'expliquer le peer review, des fois elle explique des trucs sur le cerveau quand je suis là. Elle est lancée, puis elle dit les trucs, et c'est juste, parce qu'on en a déjà discuté, et qu'elle a, c'est pas une neuroscientifique, hein, évidemment, mais ce qui est pertinent pour les ateliers qu'on a déjà discuté et tout, elle l'a entendu 150 000 fois, l'appliquant à discuter, ça passe. Donc le conseil pour la psycho, c'est de se rapprocher, et puis pour l'université, je connais, c'est évidemment ce conseil-là que je donnerais, et je pense que par ailleurs, dans ce que j'ai pu expérimenter, puis les échos des collègues, c'est quelque chose qui joue pas mal, vraiment de connaître le milieu, pour se faire accepter, pour mieux connaître. Et puis je dirais là-dessus, surtout, c'est de se renseigner auprès de gens qui font ça. C'est comme la formation, tu vois, tout le temps. Là, je te donne ça dans le milieu que je connais. Dans plein d'autres milieux, en entreprise, il y a sûrement, dans certaines entreprises, ça dépend d'autres codes qui m'échappent. Donc, d'aller chercher les gens. En tout cas, je pense que d'aller chercher les gens compétents, puis s'il y a bien pour le coup, une compétence que l'impro peut nous enseigner, c'est ça. Enfin, d'apprendre à aller chercher les gens, de faire ce lien, de co-construire, de faire des choses ensemble. Et après, ça, c'est tout personnel. Je pense qu'il faut mieux prendre un petit peu plus de temps au départ et construire les choses proprement pour que ça dure, plutôt que
des fois d'y aller bille en tête, surtout sur une activité professionnelle. Ça serait des discussions artistiques sur le type de jeu qu'on peut avoir, sur la réflexion sur l'acteur et l'auteur. En tout cas, au niveau pro, moi, je suis très clairement là-dessus. Ça n'empêche pas de faire des choses. C'est un petit peu de temps au départ. Et une fois que c'est lancé, ça trace derrière. Super. Merci beaucoup, du coup, pour ces conseils et un merci global pour cet entretien. Je rappelle aux personnes qui nous ont suivis qu'ils peuvent te retrouver ils peuvent te retrouver, ils peuvent retrouver ton podcast et ton blog sur unprofpsy.com. Pour les personnes qui étaient intéressées par cet entretien, mais qui se disent « Ah, j'aurais bien aimé poser une question », vous pouvez le faire sous l'espace commentaire dans YouTube. Il y a un espace commentaire, vous pouvez noter. Je me chargerai de transmettre la question à Mathieu s'il peut y répondre. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Merci beaucoup Mathieu pour tous les éléments que tu nous as apportés. Et à la prochaine sur Vivre Impro. Au revoir tout le monde. C'est Julien.